Attendez, il y a une petite coupure. Vous avez dit quoi? Vous pouvez répéter? Je disais, pour moi, ce qui est le plus important, ce sont les défunts. Les familles sont importantes, si vous voulez, parce que d'une part, je suis payé pour un travail où je dois donner l'apparence du sommeil à un défunt pour que si c'est un grand-père qui est décédé, que le petit-fils ne voit pas les stigmates de la mort, ça, il faut faire très attention sur le plan psychologique. Mais moi, la base de ma motivation, c'est le défunt. Oui. Mais avant tout. C'est le défunt parce que vous êtes certain qu'il vous regarde de là où il est en train de préparer son corps, sa dépouille. La plupart, une bonne partie, oui, nous sommes observés pour une bonne partie. Même si les manifestations dites surnaturelles, qui ne sont pas de notre dimension humaine, représentent dans tous les cas que j'ai eu à m'occuper, je me suis occupé d'à peu près 20 000 personnes, de tout âge. Assassinat ou tout ce que vous voulez. Toutes ces manifestations dont j'ai été le témoin ne représentent que 5%, 7%. Oui, j'imagine. Dites donc, sur 20 000, vous arrivez à garder un esprit clair? Oui, j'ai toujours eu un esprit clair. Ça ne vous perturbe pas, la méchanceté, la cruauté humaine, tous ces corps déchiquetés Non. Moi, ce qui me perturbe, c'est l'être humain lorsqu'il est en vie et qui se comporte mal, quoi. Ça m'empêche de dormir la nuit. On n'a pas... Les gens, ils ont attendu de voir qu'il y a des migrants et ils ont découvert que des gens meurent de faim, quoi. Qu'ils ont besoin de partir de chez eux. Ça me fait de la peine, quoi. Oui, bien sûr. Mais je suis un embaumeur avant tout. En Angleterre, vous avez une période en Angleterre et vous préfériez en Angleterre faire votre travail d'embaumeur pour les autopsies, enfin après les autopsies, c'est ça? Oui, quand je suis arrivé en Angleterre... Oui, vous avez dit pour des raisons spirituelles. Oui. Vous avez préféré travailler sur des corps autopsiés, mais quelles raisons spirituelles? Alors, en Angleterre, il y a beaucoup d'autopsies, alors qu'il n'y en a pas beaucoup en France. J'ai vu qu'il y avait une opportunité pour moi de maîtriser quelque chose qui n'existait pas en France, les autopsies, la conservation de corps autopsiés. Et c'est vrai que là, l'être humain, il est complètement, on va pas dire démembré, parce qu'il est ouvert, comme vous verriez, un abattoir de boucherie en gros, où c'est le même principe. On a compris, on sait même que le cerveau est coupé en deux, c'est parfait, enfin, la boîte crânienne. Bon. Et donc ça, c'est spirituel, c'est parce que vous voulez refaire le corps comme il faut, justement? Non, c'est pas ça. Non, c'est que je me suis rendu compte sur ces cas que il fallait les reprendre, il fallait les remettre dans leur dignité. Et il y a eu quelques cas. Alors, je me suis spécialisé sur les autopsies, conservation, et sur les enfants en très bas âge. Et là, c'est un embaumeur qui vous parle, qui a beaucoup d'état d'âme, qui est sensible, qui a beaucoup de compassion. Et je me suis rendu compte qu'à ce stade-là, où l'être humain est mort, mais l'après-mort, il a été quasiment démembré. J'ai eu pas des ressentis, ce que j'aime pas, des sensations, et j'ai perçu, toujours dans l'uniformité, que il y avait une quiétude. Une forme de quiétude de leur part. Alors, je ne sais pas s'ils étaient contents de voir que le médecin légiste les avait bien découpés, que moi j'étais là pour les remettre. Mais vous pensez quand même que c'est comme ça? Je pense. Disons que quand un phénomène se reproduit identiquement, vous pouvez dire il n'y a pas de hasard, c'est ça. C'est dans la science, c'est la science qui dit ça. Je comprends que si on est hors de son corps, mais qu'on est encore assez proche et que si on veut le regarder, eh bien on peut le faire de là où on est. Après le décès, c'est vrai que ça peut être de nouveau un choc, parce que la mort est un choc, vous l'avez marqué dans le livre. Oui. Vous avez dit que c'était rien, mais enfin c'est quand même un choc, ça c'est normal, ça surprend toujours. Mais exactement. Ces petits enfants qui voient un gars en blouse blanche en train de découper leur corps, ça doit être traumatisant où qu'il soit. Et effectivement, vous voir rattraper le coup derrière, c'est effectivement... Voilà. Ça peut peut-être permettre à l'âme de l'enfant de s'en aller et de se dire, ça va, je suis encore présentable dans le fond de mon cercueil. Dans les autres manifestations sympathiques, étranges, toujours paranormales, page 51, vous parlez d'une histoire
d'un grand-père avec une rose blanche. Quand vous êtes rentré dans une maison, je ne l'avais pas écrit comme un manoir, mais je le ressentais comme ça, il y avait une volière avec plein d'oiseaux, et puis quand vous avez fait votre travail, vous êtes reparti avec plus d'oiseaux dans la volière, et il y avait ce signe de cette rose blanche, vous vous en souvenez? Je m'en souviens un petit peu. Je vous dis un petit peu parce que ce que j'ai vécu, il y en a eu beaucoup quand même. Eh oui, la rose blanche avait été mise dans le cercueil par quelqu'un de la famille, et oui. Vous l'avez retrouvée, oui. Ça s'est matérialisé, et ça avait fait un signe sympathique. Oui, c'est un signe. Hein. Et souvent dans les décès, pas d'une façon frontale, parce qu'il faut avoir les codes, il faut avoir les symboles, et puis c'est entre personnes qui se connaissent, mais il y a des signes qui, quand on les raconte, passent mal, parce qu'on dit oui, bah une rose blanche, c'est une rose blanche, puis voilà. Mais quand on le vit, et quand on sait ce que représente ce symbole de rose blanche ou autre chose, voilà. Bien sûr. On se dit ça y est, il nous faut un coucou de quelque part. Vous avez dit que si ça se passe bien et qu'on meurt correctement, oui. L'âme peut continuer de faire son cycle. C'est quoi son cycle pour vous, pour l'âme, une fois qu'on est mort? Alors, l'âme, en fait, on peut dire l'âme, la conscience, je veux dire. Bon. Alors, l'être humain, le tort, enfin non, j'aime pas dire ça parce que bon, les êtres humains dans leur globalité ne connaissent pas le corps d'un être humain. Ils voient qu'il y a la fonction de parler, la fonction de regarder, tout ça. Déjà à la base, ils ne voient pas tout corps d'un être humain émet de la chaleur. Donc vous devez la voir. Moi, je vois la chaleur qui entoure le corps d'un être humain. Ça se voit, c'est perceptible à l'œil, c'est visible, c'est pas du rationnel. Bon, à côté de ça, vous avez une autre fonction qui est comment pourrais-je dire, c'est l'équivalent pour un ordinateur du disque dur. Il y a une fonction en l'être humain qui capitalise tout. C'est la façon de penser. Là, je m'explique schématiquement. Bon, la fonction de penser, sa vie, ce qu'il voit, comment il perçoit les choses, oui. Tout ça. C'est ce qu'on appelle le chemin de vie, c'est ça? C'est sa conscience? Oui, c'est la conscience. Bon, lorsqu'il meurt, s'il s'est développé cette partie de lui, ben, la mort, c'est quoi? C'est pas de la connerie, quoi, mais ça devient un simple accessoire de continuité. D'accord. Bon. Voilà, c'est pas compliqué, je veux dire. D'accord. Conscience ou âme, on va garder les deux termes d'une façon un peu légère, floue, mais qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on est mort et qu'on a laissé notre dépouille sur Terre? Vous avez parlé de cycle, pour qu'elle continue de faire son cycle. C'est-à-dire, vous pensez à la réincarnation ou autre chose? Alors, je peux pas vous dire là. J'ai eu un cas, je pense qu'on rentre dans en fait, je me suis posé la question si la naissance physique n'était pas une erreur, que la naissance physique n'était pas une forme de prison qui empêchait quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment petit sur le plan spirituel et qui ne se libérait qu'après la mort physique. Mm-hmm. Je me pose cette question et comment peux-je dire? Et c'est vrai que c'est quand même troublant parce que est-ce qu'il est donné à tout être humain de remettre en cause ce qu'il a trouvé après sa naissance, de parce que ses parents, lorsqu'il était enfant, lui apprennent la coutume, les mœurs, tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend après la naissance? On n'apprend pas sur la mort. Bon, il n'y a rien à apprendre, mais bon, on montre pas. On ne développe pas la fraternité. On la développe pas. On ne développe pas l'aide à autrui. On ne développe pas, on dit pas, tu sais, quand quelqu'un il meurt, il va partir, et il peut revenir. Ça, on n'en parle pas. On préfère, même si je rien contre, aller au foot, oui. On remet au lendemain, quoi. Sur élévation, on en parle tout le temps, donc ça va, ça compense. Oui, voilà. Mais alors, vous êtes réincarnationniste ou pas? Pour faire court, votre idée à vous, sans dire que c'est la vérité, mais votre idée à vous, c'est quoi? La vie est une épreuve et c'est mieux quand on est dans l'au-delà, c'est ça? Je pense que la vie est donnée à tout le monde. Non pas qu'elle soit une épreuve, mais il faut faire, oui, il ne faut pas prendre pour réalité des mirages qui vont arriver sur notre chemin, quoi. Je veux dire, tout ce qui est matérialiste. Est-ce que c'est une épreuve, entre guillemets, oui, pour un après? La vie terrestre est plus courte que l'après.
pour un après. D'accord. Et cet après, pour vous, Olivier Enfoux, pour vous, cet au-delà, il est définitif, éternel, où on se réincarne, où on... Alors, dans ce que vous dites, dans ce que vous définissez, je comprends ce que vous voulez dire dans la définition de cet autre espace. Pour vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? On devient rien, on fait rien là. Ce n'est plus la dimension humaine. On ne peut pas raisonner sur ça. Vous me parlez de conscience, donc on a quand même un acquis. Oui, mais la base de cette évolution n'est plus, comment dit-on, c'est nous qui nous voyons évoluer de notre vie, qui donnons intellectuellement une qualification à ce qu'on dit, le mental, tout ça. Bon, à partir de là, la conscience est complètement opposée de ça. Elle n'est pas forcément. Moi, je la définis. Vous dites oui, mais Olivier, vous la définissez. Oui, je suis obligé de la définir pour essayer de voir le chemin qui se dresse devant moi, quoi. Oui, je pense qu'après ma mort, qu'après la mort dite physique, il y a un autre espace temps-matière complètement différent d'une autre où ce que je dénomine, comme beaucoup de personnes, l'âme, la conscience, vont se libérer dans ce grand espace temps-matière. D'accord, et se perdre dans le grand tout. Se perdre, continuer là-dedans et prendre sa véritable expansion. Bon, ce qui n'annule pas pour autant l'expérience de vie terrestre. Il y a eu des acquis. Tout n'est pas perdu, une fois qu'on est mort. Tout n'est pas perdu et tout est tenu en compte. Les êtres humains qui restent dans le veau d'or, ces mêmes êtres humains qui ont à la fin du 7e jour, qui ont arrêté le paradis, continuent leur existence sur Terre. Mais ces êtres humains, là où je voulais en venir, là je parle pas de religion, je fais un constat, considèrent leur prochain comme objet, les animaux comme objet, les arbres comme objet, l'événement comme un objet, considèrent également la mort comme un objet. Donc ces gens, ça s'arrête. Ils auront comme solde de tout compte un cercueil. D'accord. Ils restent au fond du cercueil où ils restent matière. Ils s'anéantissent eux-mêmes parce qu'ils n'ont été que matière. Ils se sont pas révélés spirituellement, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, ils ne se sont pas révélés spirituellement. La lumière, toutes les religions sont dogmatiques par essence, pour durer dans le temps. Je trouve que c'est une excellente chose parce que révéler d'une part le véritable message de quelques saints, le véritable fondement des religions, bon, je pense pas il faut pas le faire, moi je suis tout petit mais je le vois comme ça, bon. Il y a toujours un message dans les religions qu'il faut prendre, qu'il faut faire excessivement attention. La lumière, c'est digne d'intérêt. L'amour et la lumière, ça se retrouve dans toutes les religions. Oui, bien sûr. Laisser quelqu'un, le soir de Noël, la personne avec ses enfants est allée acheter la dinde de Noël. Dans la rue, il y a un pauvre mendiant qui crève de froid. Ne pas le regarder, se dépêcher de rentrer la dinde de Noël pour manger le repas de Noël et mettre l'assiette du pauvre à table. Ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient? Ben oui, rien. Pas grand-chose. Effectivement, ils peuvent rester dans leur boîte. Ils restent. Et par contre, c'est toujours les... Il y a plein de choses dans votre livre, et donc c'est toujours le titre que je redonne. Enfoux. Bien sûr. J'ai dit Enfoux. Enfoux. Entre mes mains, donc aux éditions de Monseny. Votre femme, Annette Geffroy, elle vous suit, mais pas dans le travail. Alors, ma femme ne rentre pas dans le travail. Je veux dire, quand je pars. Si je reviens, tout va bien. Et qu'est-ce qu'elle pense de tout ce que vous avez donné comme témoignage et tout ce qu'elle a écrit? Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle est neutre. Oui. Elle n'interfère pas sur tout ça. Elle donne son avis. Oui, vous suit. Sinon, elle ne serait pas mariée avec vous, dites donc. Vous êtes agnostique Non, je suis pour toutes les religions. Je suis pour la religion catholique, mais toutes les religions, quelles qu'elles soient. Oui, mais vous êtes franc-maçon, toujours franc-maçon? Oui, bien sûr. Alors, c'est bizarre, la franc-maçonnerie. Certains m'en disent du bien, d'autres m'en disent beaucoup de mal. Certains m'ont dit que c'était Satan qui était derrière. Écoutez. C'était quand même, c'est pas une secte, mais enfin, ça en est pas loin. Moi qui travaille dans l'audiovisuel, je vais me faire des amis encore, mais moi qui travaille dans l'audiovisuel,
vois beaucoup de francs-maçons qui gardent leur poste alors qu'ils sont totalement inutiles, voire nuisibles. Là, vous êtes dans un monde, dans un espace temporel. Vous avez des endroits qui sont plus spirituels et plus sociaux. Je veux dire, un franc-maçon, c'est quelqu'un qui tend la main. Je suis pour toutes les religions. Je suis né catholique. Je suis pas contre le pape. Je veux dire, beaucoup de gens sont comme ça. Je veux dire. Et pourtant, le pape est contre la franc-maçonnerie. Mais je pense qu'un chemin qui est pavé de fraternité et de spiritualité est le meilleur chemin pour écarter les vicissitudes humaines. Oui, il faut déjà balayer à sa porte avant de... Exactement. Et c'est pour ça que les gens qui se permettent un avis de personnes qui ne connaissent pas, là où on ne connaît pas, on invente. Très bien. Je continue dans les messages, les manifestations paranormales. Il y a eu, pour un autre corps mutilé cette fois-ci, dont vous êtes occupé, vous aviez une odeur de jasmin. Encore un truc inexplicable, parce que c'est plutôt l'odeur du formol qu'on pourrait avoir chez... disons que là, vous savez, les fêtes battent leur plein, les gens sont au bord du cours d'eau, les bateaux rivalisent de vitesse pour gagner quelques sous, quoi, une belle coupe en or, quoi. Ça, c'est profane, par contre. Bon. Et, bateau, on sait pas ce qui s'est passé. Bon, a raté un virage, je sais pas quoi. Il a heurté notre bateau et la tête a été coupée. Il récolte la tête et le corps, et moi on me dit, Olivier, il faudrait que tu ailles là-bas parce que, il s'est passé ça. Donc, je suis rentré dans le laboratoire de la morgue, la tête était encore dans le casque. Olivier, me donnez pas les détails qu'on retrouve dans votre livre. Beaucoup de personnes regardent ou écoutent Élévation. Les enfants, je voudrais pas non plus. Voilà. C'est dans le livre, entre mes mains, confidence d'un embaumeur. Il y a les détails de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, quand vous êtes occupé du corps... Oui, à un moment donné, il y a eu cette odeur dont vous parlez, qui est d'une origine inexpliquée, puisqu'il n'y avait pas de source qui pouvait permettre quoi que ce soit. Autre chose étrange, une fois que vous avez nettoyé le corps d'un enfant, bien préparé, tout nickel, vous avez mis un drap ou un linceul par-dessus et il y a eu une tache de sang qui est apparue. Oui, c'est un enfant, si je m'en rappelle, oui. Moyennement jeune, oui. Oui, et vous n'avez pas compris comment, pourquoi, et pourtant la tache de sang est apparue sur le drap, ou le linceul, alors qu'il n'y avait aucune origine de ça, oui. Une sur le corps, il n'y a pas de raison. Et ça encore, c'est une manifestation que vous avez vécue, dont vous ne comprenez pas pourquoi, comment, qui est convenable, mais vous l'avez vécu et vous en souvenez parce que naturellement, c'est frappant, surtout dans un métier tel que le vôtre. Bien sûr. Et vous vous promenez avec l'Ancien Testament dans l'une de vos deux valises. Oui, vous bien sûr. Vous occupez d'un corps. Et de temps en temps, vous faites des prières. Vous lisez des pages de l'Ancien Testament. Pourquoi? Alors, j'ai pris cette habitude parce que j'ai toujours lu la Bible. Je suis, quand vous dites un franc-maçon, je lis la Bible. J'y tiens beaucoup plus que de l'intérêt. Et puis, lorsque je sentais que quelque chose se passait, ça se passe toujours à la fin du soin de conservation, lorsque la personne est habillée, lorsque tout le travail était fait. Lorsque je sentais que quelque chose se passait, que c'était bien sûr en accord avec la religion de la personne. Lorsque je sentais une forme entre guillemets de demande, qu'est-ce que je faisais? Je prenais cet ouvrage sacré de ma valise, je l'ouvrais au hasard et je lisais une page. Et là, entre le moment donné où je commençais à le lire et le moment donné où il y avait l'évolution avant d'arriver à la fin de la page, j'ai toujours senti au début, avant de le lire, une forme de stress. Ce stress disparaissait, comme si la pression descendait pour en arriver au calme. Mais le stress de qui? De la personne décédée. Vous la sentiez perturbée, stressée, et de lire l'Ancien Testament la calme, l'apaise. Oui. Mieux qu'une prière? Je ne peux pas faire de prière, moi je ne suis pas consacré, donc je n'avais comme moyen que de lire cet ouvrage. Oui, d'accord. Oui. Et mieux que le Nouveau Testament? Là, je ne peux pas vous dire, j'ai eu cette habitude quand j'avais très très tôt, 27 ans. Très bien. Très bien. Et j'ai toujours gardé ça précieusement, je l'enveloppais dans un linge, c'était assez pour moi important, quoi. Oui, c'est cérémonial même quelque peu. Il faut que ça soit cérémonial, il faut que ça soit sacré. Et respectueux.
Ah oui, à la base, toutes les religions doivent être respectées. Toutes. Il n'empêche que vous voyez des défunts qui sont à vos côtés et qui sont en train de vous voir aussi en vous occupant d'un corps nu. Ça doit être perturbant de voir quelqu'un en train de se faire tripoter sa dépouille. Ben là, ils n'ont pas le choix, c'est ainsi. Hein. Oui, ils le prennent bien, mais il y a encore un cérémonial, quelque chose, voilà, je vous déshabille lentement, enfin, je sais pas, mais... Non. Quand vous travaillez, vous travaillez. Ouais. Bon. Et tout se passe dans ce processus de travail qui est rigoureux, qui est physiquement, il faut travailler, il faut le faire, quoi. Ça se fait pas comme ça, je veux dire. Hein. Alors, il y a d'autres manifestations paranormales, je continue, hein, j'ai tout lu. Il y a eu à un moment quelque chose d'assez inquiétant pour vous, et je suppose que en vous le relatant, vous allez me redonner ce que vous avez vécu sans pouvoir m'expliquer pourquoi, comment, mais à un moment, alors que le compteur électrique était coupé, que vous occupiez d'un corps dans une maison, eh bien le plafonnier s'est mis à grésiller, à s'allumer, la télé à s'allumer, alors encore une fois, il n'y avait pas d'électricité dans le lieu, hein, et que vous n'avez pas compris ce qui se passait, mais enfin, vous vous êtes dit, il faut quand même finir le travail assez rapidement, non? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le défunt habitait seul la maison, la famille voulant vendre la maison, avait fait couper par le DF tout, donc il n'y a plus de source d'énergie, de rien, je veux dire. Hein. Bon, et en plus, le compteur était disjoncté. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous dites, ça s'est mis en route, alors que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que le plafonnier, il a clignoté. Oui, la lumière est arrivée à l'ampoule. Oui, avec une ampoule comme si elle était mal vissée, un coup ça s'allume, un coup ça s'éteint, c'est ça, on voit ça. Voilà, c'est ça, par intermittence, on dit, oui, c'est ça. D'accord, et en plus, la télé s'est allumée. Oui, exactement. Est-ce que, détail absolument important, vous vous souvenez de la chaîne de télé qui était à ce moment-là sur... Ah non, là, vous êtes en train de... Non, je pense pas que ça soit une chaîne de télé connue ou inconnue, mais vous savez, si vous habitiez avec moi à ce moment-là, oui, je pense que vous aurez cherché une lampe de poche que vous n'auriez pas trouvée, donc vous aurez été soumis à vos émotions, enfermés. Non, mais moi je serais parti, mais est-ce que vous faites... Non, mais vous n'aurez pas pu partir. D'accord, mais en dehors de la boutade de la télévision, vous savez qu'il y a quelques esprits de la transcommunication, ça existe, et vous savez qu'il y a quelques... Oui, j'ai lu ça, oui. Je te montre. Est-ce que vous aviez la télé qui s'allumait sur une chaîne de télé, ou est-ce qu'éventuellement dans la télé qui s'allumait, il y avait peut-être un brouillard, quelque chose qui pourrait... C'était diffus. J'ai pas pu voir quelle chaîne c'était, mais c'est diffus. Mais ça allumait une télé sur une chaîne, point barre, quoi. C'était pas non plus... C'est allumé, oui. Après vous dire, j'étais suffisamment surpris, c'est pas le terme encore. Hein, Ça s'allumait sur quoi, précisément, cette télé? Ça s'allumait sur une chaîne? On va dire sur une chaîne, mais je sais pas ce que c'était. Hein. Oui, mais enfin, c'était une chaîne normale de télévision, quoi. Ah oui, non, il n'y avait pas de message du défunt dans la chaîne, si vous voulez. Non, ça, non. Jamais. Par contre, ce que vous dites est tout à fait intéressant et je vais me permettre de rebondir. J'étais dans un endroit, dans une morgue je peux pas donner l'endroit exact, des Alpes-Maritimes, et il y avait eu des gens. Bon, on avait retrouvé le reste de leur corps dans les consignes de la gare SNCF de cette ville. Au début, ils avaient envoyé un médecin légiste qui avait pris ça pour des restes de moutons, mais après, il s'avérait que c'était un crime sur fond de vaudou, de trafiquants de drogue, donc il y avait des corps démembrés de 4 personnes, bon, peu importe. Bon. Donc, j'en arrive à la morgue, donc les personnes étaient sur la table, et mon collègue, qui était avec moi, avait mis un poste d'autoradio pour égayer, il a mis de la musique. Bon, parce qu'il y avait les... Voilà, il y a encore une coupure, Olivier, je suis désolé. On va se retrouver dans la troisième partie, on s'interrompt pour le moment.